bonjour et merci déjà de vous prêter à l'exercice de cette petite interview. Je vous laisse Bonjour, vous présenter. bonjour, et puis merci d'avoir eu cette compréhension vis-à-vis de mes contraintes d'agenda. Alors peut-être quelques mots, juste pour me présenter, même si certains d'entre vous me connaissent parce que je suis passé vous voir il y a quelques temps. Donc Olivier Luancy, je suis actuellement professeur au CNAM, c'est ici qu'on est en train, c'est dans la cour du CNAM qu'on est en train de faire cet échange. J'ai pris ces fonctions à l'automne dernier et auparavant j'ai passé 10 ans dans l'industrie chez Saint-Gobain, dont la dernière fonction que j'ai occupée, ça a été la supervision de toutes les activités en Europe centrale et orientale. Donc j'étais basé à Varsovie et je supervisais 12 pays qui sont dans un polygone qui va de l'Albanie à la République tchèque, la Pologne, la Bulgarie. Voilà. J'ai passé 10 ans dans la fonction publique, alors comme je dis à tous les étages, Commission européenne, Conseil régional, et puis État central, à chaque fois avec une fonction de conseiller de femmes ou d'hommes politiques. Donc j'ai conseillé une commissaire européen, président de région. J'ai même eu l'honneur de conseiller un président de la République parce que j'ai passé 2 ans et demi à l'Élysée. Et puis à chaque fois, à chacun des niveaux, j'ai aussi eu une expérience de fonctionnaire normal avec des responsabilités qui ont augmenté avec l'âge, parce que je ne vous fais pas une présentation tout à fait linéaire de mon parcours. Et, et la troisième vie professionnelle que j'ai eue avant de rejoindre le CNAM, ça a été de faire du conseil sur la digitalisation de l'industrie et puis ensuite sur des questions de sécurisation d'approvisionnement. On était juste après le Covid et toutes ces questions de sécuriser de l'approvisionnement de métaux critiques ou de matières premières se posaient. Exemple typique, une industrie automobile signait un contrat pour se fournir de lithium en allant jusqu'à la mine. Nous, on intervenait pour vérifier, avant que l'encre soit sèche, que les réserves étaient bien là, que les matériaux pour extraire ce lithium n'étaient pas obsolètes, que la chaîne de transformation du minerai extrait jusqu'à la qualité pour faire des batteries était bien en place. Voilà le type de mission que j'ai fait avant de rejoindre le CNAM. Et puis je me suis aussi beaucoup investi sur ce qu'on appelle du plaidoyer, de l'influence, sur notre renaissance industrielle. Et c'est vrai que ce choix de rejoindre le CNAM est à la fois un choix pour faire de la transmission, partager l'expérience que j'ai acquise pendant ces 3 décennies de vie professionnelle très remplie, et puis aussi pour me donner la liberté de m'exprimer sur les sujets industriels et sur notre réindustrialisation. Alors justement, on peut dire que vous êtes un ambassadeur engagé justement pour Tout cette à fait. réindustrialisation. Donc la première question, c'est avoir un peu votre vision sur l'état actuel de l'industrie française. Alors, parmi ces choix que j'ai faits, notamment de rejoindre le CNAM, de rentrer dans le corps enseignant, c'est aussi la capacité de dire les choses telles que je les vois, librement. Et je vais user là de cette liberté pour vous faire un paysage qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on entend dans les médias ou la parole qui est portée par nos politiques. Nous avons désindustrialisé la France à peu près de 1975 à 2010, 2009. Il y a eu un choix qui nous a différenciés de l'Allemagne fait dans les années 90. Donc à partir des années 90, l'Allemagne ne se désindustrialise plus, tandis que nous faisons le choix de continuer à nous désindustrialiser. C'est un choix. C'est la mondialisation, c'est la chute du mur de Berlin, c'est l'Organisation mondiale du commerce dans la décennie 90. Et donc l'Allemagne a décidé de profiter de cette ouverture de nouveaux marchés, en Asie, qui était anciennement dans le bloc communiste, pour exporter ses produits. Nous avons fait un choix de politique économique différent. Nous avons décidé d'utiliser ces pays pour aller y chercher de la main-d'œuvre pas chère et de la production de nos composants industriels à bas coût. Ça a fait de la désindustrialisation. Depuis 2009, on peut dire que la désindustrialisation est stoppée. Et donc on est sur une forme d'équilibre. Mais contrairement aux espérances fortes, aux engagements forts qui ont été faits par 3 présidents de la République successifs, que ce soit Nicolas Sarkozy à la fin de son mandat, François Hollande, Emmanuel Macron aujourd'hui, malgré toutes les politiques, les moyens, les lois qui ont été mises en place, nous ne sommes pas réellement sur une trajectoire de réindustrialisation. Alors, il y a un petit effet. Le président de la République en a parlé d'ailleurs il y a quelques jours lors de son interview, sur une augmentation de l'emploi, notamment de l'emploi industriel en France depuis 2017 à peu près. Simplement, c'est beaucoup trop modeste. Pour arriver à 12 ou 13 points
de PIB manufacturier en France, c'est-à-dire rattraper seulement la moyenne de l'écart qui nous sépare, non, la moitié de l'écart qui nous sépare de l'Europe, de la moyenne européenne. La moitié, hein. À ce rythme-là, il nous faut 70 ans. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc oui, c'est vrai, on était légèrement descendant, on est légèrement positif et il faut s'en féliciter. Mais nous ne sommes pas sur une trajectoire de réindustrialisation qui corresponde aux espérances qu'on en a et même à la nécessité. Parce qu'on ne fait pas de l'industrie pour faire de l'industrie, ça je le dis souvent, hein. Moi j'aime les usines, j'aime les visiter, ça me fait plaisir quand il y a des nouvelles usines. Bon, c'est un genre de beauté qui n'est pas partagé par la totalité de la population. En revanche, ce qui nous réunit tous derrière la réindustrialisation, c'est qu'on en a besoin pour la souveraineté économique. On l'a tous vécu pendant le Covid. On en a besoin pour réduire notre empreinte environnementale. Si on ne maîtrise pas notre empreinte environnementale, on aura de la difficulté à réduire. 50% de notre empreinte carbone est importée. Donc vous voulez réduire l'empreinte carbone des Français, c'est très bien. Sur les 50% qui se passent en France, on a la main dessus d'une certaine façon. Ça coûte cher, c'est difficile, mais au moins on a une maîtrise. Sur les 50% qui sont liés à des produits faits en Asie qu'on importe en France, on n'a pas de maîtrise. Et donc pour réduire, ça va être vachement difficile. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, moi, qui me tient beaucoup à cœur, qu'on n'a pas anticipé quand on a choisi cette politique économique de tertiarisation de notre économie, c'est-à-dire une économie de services, c'est que la création de valeur ajoutée s'est concentrée dans les métropoles, parce que les services à haute valeur ajoutée vont dans les métropoles, tandis que vous avez des activités à haute valeur ajoutée dans l'industrie qui, elles, restent dans les territoires, parce qu'une belle usine 4.0, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, il y a de la création de valeur ajoutée, et ça permettait de redistribuer cette valeur ajoutée sur l'ensemble du territoire et de faire ce qu'on appelle de la cohésion territoriale. On a tous le souvenir des Gilets jaunes. On ne pourra pas, je dirais, se payer le luxe d'avoir une deuxième crise profonde du pays comme celle-là, surtout vu le contexte économique et politique international. Ça nous met dans une position de faiblesse et de vulnérabilité terrible, pas équivalente à celle de nos vulnérabilités de dépendance, une question de souveraineté. Mais il y a des similitudes entre les deux sur la capacité de la France à exister, à rayonner, à s'imposer dans le monde. Si on est fragile à l'intérieur, on n'est pas un partenaire si crédible que ça pour d'autres pays de l'Europe ou d'ailleurs. Donc là, on était sur le constat. Maintenant, selon vous, si on parle des leviers et des leviers prioritaires pour cette compétitivité industrielle, les principaux, c'est lesquels vous voyez? Alors, le travail que j'essaye de faire depuis 2018, qui a donné lieu à une mission mandatée par Bruno Le Maire et Roland Lescure, un rapport qui n'a pas été publié officiellement, mais que j'ai transformé en bouquin, il dit à peu près la chose suivante. Depuis 15 ans, on s'est concentré sur les innovations de rupture, les nouvelles filières. Et c'est les PIA, vous les connaissez, c'est France 2030, etc. Et il faut le faire. Il faut ces innovations de rupture, il faut ces nouvelles filières, ça nous projette dans l'industrie de demain ou d'après-demain. Mais leur potentiel en termes de création d'emplois industriels, c'est à peu près un tiers de ce dont on a besoin pour se mettre sur la bonne trajectoire. Les deux autres tiers, c'est consolider le tissu industriel existant. Si on veut utiliser des termes, ce n'est pas de l'innovation de rupture, c'est de l'innovation incrémentale. Ce n'est pas non plus nécessairement de l'innovation technologique, ça peut être de l'innovation dans un modèle d'affaires, aller chercher un autre marché contigu, etc., etc. Et cette partie-là, elle représente 2 tiers de notre potentiel de réindustrialisation et elle a été assez largement négligée pendant 15 ans d'efforts politiques où on s'est focalisé sur des grands plans, les innovations de rupture. France 2030 est d'une certaine façon caricaturale dans ce sens, avec 2 objectifs, la décarbonation d'un côté et puis les structures émergentes, les startups de l'autre, qui devaient faire 50% des bénéficiaires de France 2030. Donc on a tout misé d'une certaine façon sur l'innovation de rupture. Il faut bien en faire, mais il faut rééquilibrer nos politiques et accompagner aussi les PMI et les ETI. Elles innovent, un projet une deuxième ligne, un nouveau produit, un nouveau marché, c'est des formes d'innovation. Elles sont pas technologiques et pas de rupture, mais elles nous apportent beaucoup de valeur ajoutée. Voilà le premier angle et qui est à mon avis l'une des raisons pour lesquelles notre réindustrialisation n'a pas réellement démarré. C'est un peu comme si on marchait que sur une jambe.
par rapport à ça. Et une fois qu'on a fait ce constat-là, on peut en trouver, on peut décliner un certain nombre de leviers assez simples qu'on pourrait activer justement pour favoriser cet investissement dans les PMI et dans les ETI qui représentent encore une fois les 2/3 de notre potentiel de réindustrialisation. Alors, il y a des aides à l'investissement aux PMI et aux ETI qui aujourd'hui sont très focalisées sur l'innovation de rupture et auxquelles elles ont du mal à accéder. Or, on l'a fait, hein, petite parenthèse, ces accompagnements-là, on les a fait pendant France Relance pendant 2 ans et ça a donné lieu à la création d'usines en France. On était à plus 100, plus 120 usines créées nettes, hein, de soldes entre ouverture et fermeture, pendant 2 années. Aujourd'hui, on est revenu à zéro, on est même négatif. Voilà. Donc ce type d'outil marche, aide à l'investissement. Et puis il y a tous les freins, ce que j'appelle les 5 F, hein, le foncier, la formation, la fiscalité, le financement et les formalités, sur lesquelles, les formalités c'est un mot en F qui permet d'englober la simplification, c'est le petit truc marketing de l'histoire. Et puis il y a 2 autres sujets, c'est le prix de l'énergie et puis la préférence nationale, la préférence au Made in France. Voilà. Ça nous fait une série de leviers. Si vous voulez, on peut rentrer dans le détail de certains d'entre eux. Ce qui est marquant dans la démarche que j'ai faite, je dirais même qu'on a faite, parce que j'ai été entouré par une commission d'une 20aine de personnes, hein, avec des chefs d'entreprise, des élus locaux, un philosophe, un sociologue, des économistes. C'était très pluridisciplinaire. C'est que derrière ces freins qu'on a identifiés, pour presque tous, il y a des solutions, je dirais qu'on peut se payer aujourd'hui. Alors dans un double sens, budgétairement, on sait la situation de la France, du budget public. Donc on ne peut pas rêver de mettre des dizaines de milliards nouveaux sur ces politiques, mais on a déjà des moyens qui existent. Par exemple, sur la formation aux métiers industriels, on met aujourd'hui 2 ou 3 milliards d'euros par an. Cet argent-là n'est pas très efficacement utilisé. On a un taux d'évaporation de 50%, c'est-à-dire 50% des jeunes formés au diplôme des métiers industriels entre le CAP et le Bac+3 vont faire autre chose après. Donc on a de l'argent pour les places, on a assez de places de formation, elles ne sont pas au bon endroit et surtout, on n'a pas fait l'exercice en amont d'orientation, de sensibilisation pour y mettre des personnes qui sont motivées. Donc quand elles finissent, elles s'en vont. Voilà. Alors donc typiquement, ça c'est une politique qu'on pourrait faire qui ne demande pas plus d'argent. Et donc dans la situation budgétaire de la France aujourd'hui, ça me semble compatible. Et puis également, il y a un certain nombre de sujets qui vont demander un passage par la loi. On n'a pas de majorité au Parlement, découpé en 3 blocs, c'est notre réalité politique aujourd'hui. Néanmoins, le sujet industriel est suffisamment consensuel pour qu'il y ait un certain nombre de thèmes, de lois, qui ne soient pas, je crois, clivantes et qui permettent de passer dans un consensus national, y compris au Parlement. Exemple type, sur le foncier, on s'est totalement bloqué, auto-bloqué avec des règles de loi ZAN. Ce n'est pas le principe de la sobriété foncière, c'est les modalités suivant lesquelles on l'a mis en œuvre. Il faut réviser ces modalités. Le Sénat vient d'adopter un projet de loi qui s'appelle TRACE, qui modifie ZAN, on va prendre les petits noms. Bon, ben voilà, c'est passé sans problème au Sénat. Ça a été dans la navette envoyé à l'Assemblée, ce n'est pas inscrit encore à l'ordre du jour de l'Assemblée. C'est un vrai sujet, le foncier industriel. Tous les territoires perdent des projets parce qu'ils ne sont pas capables d'offrir le foncier industriel requis. Et donc ça, à mon avis, ça pourrait passer. Si je comprends bien, en fait, quand on parle de politique publique par rapport à la réindustrialisation de la France, on pense tout de suite à France 2030, mais finalement, quand on regarde les leviers, il y a des politiques publiques complémentaires qui ne nécessiteraient pas autant d'investissement et qui seraient tout autant efficaces pour accélérer les choses en fait. Exactement ça. Ce que vous présentez est très juste. On pense à France 2030, c'est-à-dire beaucoup de milliards d'euros et innovation technologique de rupture. Et en fait, à côté de ça, il y a toute une liste de freins, le foncier, la simplification, etc., qui ne demandent pas d'argent, d'accord, et qui vont permettre de développer des activités certes innovantes, mais pas nécessairement innovation, technologie de rupture, et qui portent en elles les 2/3 de notre potentiel de réindustrialisation, qu'on n'a pas été activé pendant pratiquement 15 ans de politique publique. Alors je le dis avec beaucoup d'humilité parce que c'est la période aussi pendant laquelle moi je suis passé à l'Élysée, entre 2012 et 2014. Et en fait, ce que je vous présente là est issu d'une démarche personnelle de réflexion que j'ai recommencé en 2018-2019 et en me disant,
mais bon sang, ça fait 10 ans qu'on veut faire la réindustrialisation, ça fait 10 ans qu'il y a eu les États généraux de l'industrie de 2009, hein, à la demande du président Sarkozy, et on n'y est pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui marche pas dans le logiciel? À côté de quoi on passe? Voilà. Et là, ça s'appelle déconstruire une réflexion, parce que franchement, l'idée de l'innovation de rupture qui va tirer notre technologique de rupture, qui va tirer notre économie, notre industrie, on l'a profondément ancrée en nous, hein. Ça remonte loin, ça remonte à De Gaulle-Pompidou et les grands programmes avec le TGV, Ariane, les réacteurs nucléaires, etc. Airbus, la Caravelle devenue Airbus. Donc on a ça profondément ancré en nous. Donc c'est un travail que je ne suis pas seul à avoir fait, qu'on est plusieurs à avoir fait, de se reposer la question, 10 ans après les États généraux de l'industrie 2009-2019, comment se fait-il que notre réindustrialisation ne décolle pas? Et c'est à partir de ce travail-là que je vous présente ces éléments de conclusion qui sont relativement partagés Ils sont aujourd'hui. des accélérateurs, ça n'est pas. C'est dire on a la possibilité de rajouter des choses pour justement accélérer, réduire ces 70 ans pour récupérer le retard qu'on peut avoir, c'est bien ça? Le message, c'est il faut accélérer, il faut rééquilibrer. Il ne faut pas abandonner la politique sur l'innovation de rupture technologique. On en a besoin pour demain. On a besoin de se positionner. La maîtrise d'un certain nombre de technologies de demain sont des outils de souveraineté. Ça fait partie de notre équation, ça nous permettra de négocier. On n'aura pas toutes les technologies, mais si on en a 3, 4, 5 pour nous, on pourra aller voir un autre État qui a une autre technologie en disant on fait un deal, je te donne accès à ma technologie, on va dire nucléaire, je reprends un exemple, hein, mais tu me donnes accès à ta technologie, je ne sais pas, d'IT ou d'informatique. Ça fait partie des interdépendances du monde aujourd'hui, et donc on en a besoin. Mais ça ne suffit pas, et surtout ça ne fait pas le gros des troupes. Et donc il faut rééquilibrer nos politiques, l'allocation des moyens qu'on a, et aussi notre discours, je crois. On a eu un discours qui a exemplarisé la start-up. Encore une fois, la start-up a un rôle dans notre économie et son évolution. Peut-être faut-il mettre un peu plus la lumière sur ces héros qu'on retrouve dans tous les territoires, qui sont des chefs ou sans d'entreprise, qui se battent tous les jours pour préserver l'emploi, pour aller conquérir de nouveaux marchés, pour moderniser leurs lignes de production, et que globalement, on n'aide pas beaucoup. Les collectivités locales le font, vous le faites, mais globalement, si on regarde en termes d'argent public, c'est à peu près 10% de l'ensemble des moyens publics dédiés à notre réindustrialisation qui vont vers ce public-là qui représente les 2/3 de notre potentiel. 80 à 90% va vers l'innovation technologique de rupture. Je voudrais revenir un petit peu sur les territoires, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. Vous dites souvent l'importance justement de ces territoires par rapport à la réindustrialisation et également le rôle des pôles de compétitivité dans ces territoires. Il se trouve qu'en France, sur une cinquantaine de pôles de compétitivité, on a 2 pôles en charge du manufacturing, CIM et EMC2, donc sur deux zones bien différentes. Plutôt côté Lyon pour CIM, plutôt côté la Loire et Nantes pour EMC2. Donc par rapport à l'importance de ces territoires que vous évoquiez et au rôle des pôles de compétitivité, comment vous voyez les choses, comment ça doit évoluer? Il y a de l'innovation technologique collaborative d'un côté, il y a de la compétitivité industrielle, je ne sais pas si je peux mettre de l'autre, mais voilà, comment vous voyez un peu cette évolution, pas tant ce qui s'est passé les 20 dernières années, mais comment on pourrait, je vais reparler d'accélération, hein, mais accélérer les choses. Tout à fait, exactement. Oui, il faut accélérer le mouvement qu'on a mis en place. Alors, le premier point, mais qui est un corollaire de ce que je viens de vous présenter, c'est le rôle du territoire dans la réindustrialisation et même dans le succès d'un site industriel. Il y a une étude qui a été publiée en 2018-2019 par la Fabrique de l'Industrie et qui dit, globalement, les facteurs de succès d'un site industriel qu'on va mesurer en création d'emplois industriels, pour 40%, ils dépendent du territoire, de facteurs locaux. Alors, quand je dis ça, c'est théorique, je vais juste l'illustrer. Est-ce que j'ai des formations au bon métier à proximité, avec des gens qui sont à distance, domicile, travail correct, pour venir dans mon usine, travailler avec moi, m'aider à développer mes produits, ma production? Est-ce que j'ai du foncier disponible si je veux m'agrandir? Est-ce que mon activité est bien acceptée par les gens qui sont autour? Parce que quand vous avez cette relation qui se grippe,
c'est très très difficile de se développer après pour une entreprise. Je l'ai vécu pour un groupe Saint-Gobain avec un site que nous avions proche de Séville. Et puis une autre question qui est tout à fait locale, c'est est-ce que j'ai une bonne relation avec les élus locaux ? Parce que si un jour j'ai une difficulté, je dois restructurer, si on rentre dans une guéguerre médiatique, c'est bon pour personne. Et de l'autre côté, si je dois me développer, est-ce qu'ils peuvent m'accompagner dans le maquis des procédures ? Se faire appuyer par quelqu'un de l'intérieur, c'est pas rien. Voilà. Donc ça, c'est pour. Donc le rôle du territoire est absolument essentiel. Aujourd'hui, si je regarde cet outil productif que nous avons de PMI et de TI, ce qui est marquant, c'est notre retard à l'investissement, à la modernisation. On utilise souvent le taux de robots dans l'industrie en France par 1000 ou 10 000 employés dans l'industrie, où on est décroché. Donc c'est un indicateur sur lequel on est décroché. Et donc nous avons besoin d'accompagner notre tissu de chefs d'entreprise à ces développements-là bien plus que nous le faisons. Et la meilleure façon de le faire, c'est l'idée de territoire d'industrie, c'est l'idée des pôles de compétitivité. C'est pas leur demander, eux, de venir se former à la capitale ou à la capitale régionale, mais c'est d'aller le plus possible vers eux. Voilà. Leurs agendas sont dingues, ils ont le nez dans le guidon, c'est la réalité de l'industrie. Les temps sont super difficiles, très très incertains. Vous vous levez le matin, le lendemain, il y a Trump qui vous annonce qu'il met 20% de taxes sur l'un de vos marchés à l'export. Enfin, c'est des réalités de tous les jours. On a eu le Covid, on a eu les gilets jaunes, on a eu l'explosion du prix de l'énergie avec l'Ukraine. On oublie ce porte-container qui a été bloqué dans le canal de Suez et qui a bloqué quelques entreprises pendant 2 ou 3 semaines aussi. Voilà, ça c'est la vie des chefs d'entreprise en plus de tout ce qu'ils ont à faire au quotidien. Et donc si on veut les accompagner dans leur développement, il faut le plus possible aller vers eux. C'est le rôle des territoires, c'est le rôle des pôles de compétitivité pour moi qui doivent irriguer l'ensemble de notre tissu. Et c'est très très important. Encore une fois, on peut faire des grands-messes à Paris. C'est super de faire des événements comme Choose France ou bien la fête du Made in France avec les expositions à l'Élysée. C'est des moments emblématiques, symboliques. Mais le travail, il se fait dans le territoire, dans les usines, auprès de leurs responsables. Alors j'ai une dernière question. Aujourd'hui, un chef d'entreprise industriel doit faire face à de multiples transitions et à cette accélération des transitions. On parle de transition environnementale, de transition numérique, de transition géopolitique. C'est pas facile, vous avez évoqué les agendas, le nez dans le guidon. Est-ce que vous auriez un message à passer justement à nos industriels qui doivent faire face à toutes ces évolutions en même temps finalement? Alors, c'est un sujet délicat. Je vais partager une opinion qui n'est que personnelle. Aujourd'hui, quand je rencontre des chefs d'entreprise et qu'on parle de ce sujet-là, moi, ce qui me marque en tant qu'observateur, c'est qu'il y en a tellement de transitions à gérer que mes interlocuteurs souvent ne savent plus par où commencer. Et des fois, même il y a une forme d'abandon, de découragement en disant mais ça fait trop. On me demande de me digitaliser, on me demande de me décarboner, on me demande de respecter la biodiversité, on me demande de changer mon organisation pour faire face aux attentes des nouvelles générations. On me demande d'exporter, mais franchement, moi, la politique internationale, Trump, d'ailleurs, qui pourrait savoir ce que Trump va décider demain, le personnage est quand même assez marquant là-dessus, etc. etc. Et donc, voilà, là-dessus, on a pour moi un véritable sujet. Par rapport à ça, ce qui me semble important, le message que j'ai envie de faire passer, c'est continuez à vous digitaliser. La digitalisation, c'est d'abord des gains de productivité. Si vous ne le faites pas, vous êtes économiquement mort, parce que si vous avez un concurrent qui le fait, j'ai accompagné des digitalisations de lignes de production, vous gagnez 20% de gains de productivité en quelques années. Si vous ne le faites pas et que votre concurrent le fait, je ne vous donne pas très longtemps à résister sur votre marché. Digitalisation. Et l'avantage, c'est que la digitalisation, elle a un ROI. C'est-à-dire vous investissez, mais ça vous rapporte de l'argent. Ça, il faut continuer. Ça va trop lentement en France. C'est bien avancé, mais ça va encore trop lentement. Investissement majeur à faire. Le deuxième sujet aujourd'hui, c'est la décarbonation, parce que vous serez attendu autant par la puissance publique que par vos financiers, voire vos clients avec le scope 3, etc. Ça, c'est le deuxième sujet qu'il ne faut pas rater. Il y aura sans doute un petit ralentissement, notamment de la part de la puissance publique, parce qu'on a peut-être voulu aller trop vite, trop fort.
C'est le rapport Draghi qui dit ça. On ne peut pas et à la fois moderniser notre outil productif et faire la décarbonation, ou alors il faudrait investir de telles sommes, elles ne sont pas disponibles. Donc il y aura sans doute mais il faut continuer, parce qu'encore une fois, je ne vois pas ce qui arrêtera ce sujet. Et puis, il faut se préparer à un troisième sujet. Pour moi, ce serait la troisième priorité, c'est la circularité. Demain, parmi les sujets environnementaux, je pense que celui qui va monter le plus, qui va être le plus structurant pour nos chaînes d'approvisionnement, ce sera la circularité. On rentre dans un monde de la rareté. Alors, elle est réelle, des ressources qui s'épuisent. Elle est parfois organisée quand vous avez un blocus de l'un ou de l'autre, ou des taxes à l'export de manière significative pour faire la même chose. Et donc, il faut se préparer à ce monde de la rareté, réel ou organisé par nos enjeux géopolitiques. Et ça, à mon avis, ce sera le défi de demain. Voilà un peu les grandes priorités. Il y a un sujet que j'aimerais mettre à l'ordre du jour, mais mettre plus de 3 priorités, c'est ne plus en faire. Mais ayez une attention sur votre organisation au travail. Je citais tout à l'heure les questions de formation. On forme 125 000 personnes au métier industriel entre le CAP et le Bac+3 en France. Il y en a la moitié seulement qui rejoignent l'industrie. Pour maintenir notre industrie telle qu'elle est, il nous faudrait à peu près 80 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans pour remplacer les départs à la retraite. Il n'y en a que 60 000, un peu plus de 60 000 qui arrivent. C'est ça qui crée ce déficit, ces postes vacants qu'on a en France, très dur, sujet très dur. Et il y a plusieurs raisons derrière ce désamour des métiers industriels. Il y a une question d'image. Donc ouvrez vos usines, montrez aux jeunes vos usines. Elles sont en général beaucoup plus belles que ce qu'ils ont en tête. Et je vais témoigner à titre personnel, j'ai une fille qui est adolescente. Et pourtant, elle sait mon engouement pour l'industrie, etc. Et j'ai eu une discussion avec elle il y a 10 jours où elle m'a dit « Mais en fait, papa, moi j'imaginais le monde économique et l'industrie pas du tout comme tu me le racontes maintenant, mais comme je l'ai vu dans des films, et les films qu'elle m'a cités, c'est Retour dans les années 80, c'est L'amour ouf par exemple. Voilà. Donc ça, c'est notre travail, mais c'est notre travail de chef d'entreprise, de responsable d'entreprise, mais aussi de parents, de citoyens. Il y a un autre sujet sur lequel on bute, c'est que toute génération confondue, les jeunes comme les moins jeunes, sont en attente de plus d'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Dans les services, vous pouvez télétravailler. Il y a une forme de flexibilité qui s'est organisée, naturelle, parce que l'activité s'y prêtait. Dans l'industrie, d'abord, on ne peut pas télétravailler quand on est derrière une machine, qu'on doit être derrière une machine, d'accord ? On peut rêver à l'industrie 4.0 qui fait que de son salon, on va contrôler sa ligne. Mais ce sera plutôt de la supervision qu'autre chose, au mieux, d'accord ? Et donc, il va falloir qu'on invente de nouvelles organisations qui vont permettre de trouver cette flexibilité. Et aujourd'hui, vous allez voir un jeune et vous lui dites « je vous propose un emploi dans l'industrie, payez 20% de plus », parce que c'est à peu près la différence qu'il y a à niveau de formation équivalent. Mais il n'y a pas de jour de télétravail, ou dans les services, 20% de salaire en moins, mais vous avez 2 jours de télétravail. Je peux vous dire que c'est un vrai dilemme, et c'est l'une des origines du fait qu'il y a des gens qui sont formés au métier industriel et qui n'y vont pas. Donc nous avons, en plus de ces 3 priorités qui me semblent essentielles, digitalisation, décarbonation, se préparer à la circularité, une réflexion sur les ressources humaines et sur les organisations au travail. Mais 4 priorités, c'est déjà trop, 3, ça suffit. Voilà un peu le message que j'aimerais partager avec vous. Un grand merci Olivier pour tous ces éclairages sur ce sujet qui nous tient ô combien à cœur pour le MC2. Merci encore. Merci à vous pour cet échange. À très bientôt.